Bonjour à tous et bienvenue dans Regard d'Expert, votre émission qui vous permet de rencontrer des chercheurs. Et aujourd'hui, nous recevons Rama Conte, directeur de recherche au CNRS. Rama, bonjour. Bonjour Philippe. Rama, vous êtes connu, recherché pour vos études et conclusions sur les risques financiers extrêmes par toutes les institutions étatiques, financières, les universités et les banques. Aujourd'hui, nous allons aborder les risques qui concernent les chambres de compensation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots leur rôle ? Oui, donc contrairement aux transactions sur le bien physique, les transactions financières comportent souvent des promesses de paiement futur. Et une chambre de compensation, c'est une institution qui s'entrepose entre l'acheteur et le vendeur dans un contrat financier et qui fait le suivi dans le temps de ces paiements. Et pour cela, il demande à chacun un dépôt de garantie qui est appelé la marge initiale et utilise ce dépôt de garantie pour s'assurer que les paiements ont bien lieu comme stipulé dans le contrat. Ça, c'est le rôle d'une chambre de compensation. Donc la chambre de compensation, c'est déjà une solution au risque financier par son rôle justement unique entre les contreparties finalement. Mais quels sont les risques qui lui sont propres ? Oui, donc en fait, comme vous dites, une chambre de compensation, son rôle principal, c'est de prévenir le risque de contrepartie. C'est le risque de défaillance d'un participant dans un contrat financier. Et en fait, pour cela, la chambre de compensation a besoin des ressources qui vont être utilisées en cas de défaillance d'une institution financière pour honorer les dettes de cette institution vis-à-vis des contreparties. Ces ressources sont de plusieurs types. Il y a les contributions que j'ai appelées le dépôt de garantie tout à l'heure. Ça s'appelle la marge initiale dans le langage de chambre de compensation. Il y a en plus ce qu'on appelle un fonds de garantie auquel cotisent tous les membres du chambre de compensation. Et ce fonds de garantie mutualise les pertes en cas de défaut d'un membre. Le risque ici, c'est que en cas de défaut d'un membre d'une chambre de compensation, la marge initiale contribuée par le membre et le fonds de garantie ne soient pas suffisants pour couvrir toutes les dettes de ce membre en défaut. Et dans ce cas-là, donc on est dans un scénario où il faut faire appel à d'autres ressources supplémentaires pour payer les dettes de ce membre en défaut. Mais sinon, on rentre dans le défaut de la chambre de compensation elle-même, qui est un scénario catastrophique que les régulateurs redoutent aujourd'hui. Alors justement, imaginons que ce scénario catastrophe arrive. Que fait donc la chambre de compensation ? Elle va chercher où les moyens ? Oui, en fait, c'est un scénario qui peut arriver. Il faut voir une chambre de compensation comme un rempart contre les risques de défaut ou comme un barrage, mais il peut y avoir un tsunami, un scénario de crise qui en fait emporte ce barrage avec lui. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs scénarios qui ont été envisagés pour faire face à ce risque. Un premier scénario, c'est que un ou plusieurs des membres de la chambre de compensation peuvent avoir fait défaut, mais il va rester des membres qui n'ont pas fait défaut. Et le plus simple est de demander aux membres qui n'ont pas fait défaut de contribuer au fonds de garantie pour restituer. Voilà. Oui, ils ont les moyens de... Mais ça, ce n'est pas un scénario qui est simple à envisager, parce que dans un scénario de crise typiquement qui touche toutes les banques, elles peuvent ne pas avoir les ressources nécessaires pour contribuer à la chambre de compensation. Un deuxième scénario, c'est d'utiliser en fait les fluctuations de marché, c'est-à-dire les appels de marge au sein de la chambre de compensation pour constituer un fonds pour faire fonctionner la chambre de compensation de façon temporaire pendant la crise. Donc ça, l'idée c'est qu'en fait, comme toutes les transactions dans la chambre de compensation sont bilatérales, lorsque un participant a une perte, un autre participant dans la chambre de compensation a un bénéfice. C'est un jeu à somme nulle. Donc si une grosse perte est venue générer le défaut d'un membre, c'est qu'il y a d'autres membres qui ont eu des bénéfices importants dans le même scénario. Et l'idée, c'est d'utiliser ce plus-value, ce bénéfice des autres membres et prélever dessus pour
en fait reconstituer les ressources de la chambre de compensation. C'est ce qu'on appelle le Variation Margin Haircutting en anglais, VMGH. Et c'est un scénario qui a été proposé par beaucoup de chambres de compensation. Et si ces ressources s'avèrent insuffisantes, un troisième scénario, c'est que la Banque centrale ou le prêteur de dernier ressort dans la zone concernée par la chambre de compensation entre en jeu et apporte des liquidités en urgence à la chambre de compensation. Mais alors ce scénario est un peu plus compliqué parce que aujourd'hui la règle c'est que les banques centrales vont typiquement prêter, apporter de la liquidité en cas d'urgence à des institutions dans leur zone géographique. Par exemple, la Banque centrale européenne se restreint aux institutions financières dans la zone euro. Mais si on regarde ce même exemple, la plupart des chambres de compensation en Europe se trouvent en fait à Londres, oui. Donc avec quelques exceptions, mais la plupart se trouvent à Londres, donc hors de la zone euro. Donc une des questions importantes, c'est étant donné la nature transnationale des chambres de compensation, leurs membres ne sont pas dans le même pays que le pays où est installée la chambre de compensation. Il faut un plan de résolution qui tient compte de cette nature transnationale et on n'a pas ça aujourd'hui. Donc les banques centrales n'ont pas encore clairement dit ce qu'ils vont faire en cas de défaut dans la chambre de compensation internationale. Alors justement, comment peut-on s'assurer que les chambres de compensation ont les ressources nécessaires? Qu'est-ce qui va nous dire que les chambres de compensation ont les ressources nécessaires pour faire face justement à ces scénarios un peu extrêmes? Oui, en fait, ça c'est une question très importante qui préoccupe les régulateurs et les institutions financières aujourd'hui. Donc, si on revient à l'analogie du barrage et du tsunami, donc il faut s'assurer que le barrage a une hauteur et une épaisseur suffisante pour faire face au tsunami ou faire face aux inondations donc, auxquelles on s'attend. Et ici, donc, il s'agit de s'assurer, donc l'analogie avec la hauteur du barrage, c'est le montant du collatéral des fonds disponibles pour la chambre de compensation. Et comme on l'a vu, il se trouve dans deux endroits, dans la marge initiale, donc le montant du collatéral demandé aux membres, et dans la taille du fonds de garantie donc, auquel contribuent les membres. Donc aujourd'hui, chaque chambre de compensation utilise une approche statistique ou de stress scénario pour évaluer les marges et le montant de du fonds de garantie. Donc une des propositions que je trouve très raisonnable, c'est de mettre en place des stress tests standardisés pour que le régulateur puisse appliquer ces stress tests aux chambres de compensation, un peu comme les stress tests bancaires qu'on voit aujourd'hui, pour évaluer leur résistance ou leur résilience face à un scénario de crise. Et le fait que ces stress tests soient standardisés va permettre de comparer entre elles des chambres de compensation différentes sur les mêmes classes d'actifs. Et les résultats de ces stress tests peuvent être disséminés ensuite aux membres et aux participants du marché pour permettre un meilleur choix entre les chambres de compensation, s'il y a plusieurs choix possibles, en tenant compte de leurs standards de gestion des risques. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, la gestion des risques des chambres de compensation étant assez opaque. Vous avez dit qu'il ne suffit pas forcément d'examiner les ressources financières des chambres de compensation et de leurs membres pour éviter justement ce tsunami. Et vous évoquez dans vos écrits des incitations. Alors qu'est-ce que pour vous une incitation? Quel est son rôle? Et si vous pouvez nous donner quelques exemples. Oui, en fait, si on regarde l'analogie du tsunami, ça suggère qu'on est face à un risque de catastrophe naturelle. Or, dans les marchés financiers, souvent, les crises financières et les pertes qui vont générer le défaut des institutions financières sont le résultat de prises de risque par ces mêmes institutions financières. Donc, en fait, c'est très important de mettre en place des mécanismes qui, en amont, incitent les institutions financières à ne pas s'engager dans une prise de risque excessive. Et ça peut être mis en place par une chambre de compensation au moyen de règles de calcul pour les contributions de marge et de fonds de garantie qui pénalisent les membres qui prennent des risques excessifs. Donc ça, c'est un mécanisme que nous suggérons.
Plus précisément, ce que nous suggérons, c'est que les contributions des membres au fonds de garantie de la Chambre de compensation soient proportionnelles au risque posé par ce membre à la Chambre de compensation. Et une composante importante de ce risque, c'est le coût de liquidation en cas de défaut. C'est un coût qui ne concerne pas le membre lui-même, puisque en cas de son défaut, donc il n'est plus là pour voir ce que ça coûte. Mais la Chambre de compensation va avoir ce coût. Donc il faut intégrer ce coût dans le calcul des marges ou des contributions de fonds de garantie. Un autre élément d'incitation très important dans la conception d'une chambre de compensation, c'est l'obligation de prise de risque par la chambre elle-même en cas de défaut d'un membre. Il faut qu'il y ait un mécanisme dans les flux qui sont générés par un défaut d'un membre de la chambre de compensation pour que la chambre elle-même soit exposée à cette perte, ce qui va inciter en amont de la chambre à mettre en place des mécanismes pour éloigner ce scénario le plus possible. Donc, en d'autres termes, l'obligation de prise de risque par la Chambre de compensation va inciter la Chambre de compensation à mettre en place un dépôt de garantie, une marge initiale plus solide pour justement éloigner les pertes en cas de défaut. Merci Rama. J'espère que vous serez écouté par toutes les institutions internationales. Merci à vous Philippe. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous rappelle que toutes les émissions Regard d'Experts sont disponibles sur le site internet louisbachelier.org. À très bientôt.